Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour DMG. Voilà mon deuxième histoire. Un jour, j'ai quitté Osho. C'était en 2000. Moi, je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. C'était en 2000. On est parti au show avec des amis. À la soirée, quoi. On était là-bas. Et moi, j'ai décidé de rentrer. J'ai dit non, il fait tard, moi je vais rentrer. Environ 1h du matin. Et ils disent non, d'attendre à l'aube, on va rentrer ensemble, là chacun va se reposer. Je dis non, demain moi je dois travailler, il faut que je rentre. Bon, ça m'excitait qu'au moins de rentrer. Maintenant, en venant à la maison, il y a, sur la route, il y a un pont. Voilà, il y a un pont, un gaillard pont même. Dans le pont, on passe dessus, c'est comme une grande voie. Et puis bon, il y a le pont en bas. Arrivé à, je peux dire à 1 kilomètre déjà, parce que c'est une voie directe. À 1 kilomètre déjà, je voyais quelqu'un. Voilà, je voyais quelqu'un très loin. Donc je me suis dit que, bon, chacun a sa route là. Donc, au fur et à mesure que je venais, la personne est toujours sur la même position. Et que je me suis rapproché, moi c'est à 100 mètres, j'ai l'impression que c'était une femme. Bon, quand j'ai dit une femme, c'était genre une fille très belle. Elle avait des cheveux bien jolis, bien longs. Et même elle était très belle. Elle était arrêtée. Donc je suis venu. À 5 mètres d'elle, sur l'autre voie, j'ai eu la chair d'épaule. Donc je me suis dit que non. Bon, peut-être tellement qu'elle est jolie, donc c'est rien. Donc je l'ai saluée, elle ne m'a pas répondu. Et je l'ai demandé, vous partez où? Ou bien vous attendez quelqu'un? Directement, elle me dit non, c'est toi j'attendais. Ça m'a paru bizarre. Donc je me suis dit, c'est moi toi tu attends. Ah pourtant on ne se connaît pas. Il dit bon, il dit c'est pas la peine, il dit c'est pas moi vraiment. Il dit peut-être elle s'est trompée de personne. Et puis je lui ai souhaité bonne nuit. Donc en venant à la maison, parce que je dormais seul, j'avais ma chambre seule. C'était une cour commune. En venant à la maison, je viens devant ma porte, je vois elle est là. Il dit mais attends, c'est quoi ça? Comment ça, quelqu'un que j'ai dépassé avant d'arriver chez moi à 3 km et puis je viens retrouver la personne chez moi? Il dit non, ça ne peut pas se faire. Comment elle connaît chez moi? Bon, j'étais bandit vraiment, donc je me suis dit que ça là, ce n'est rien. Donc j'ai ouvert, je l'ai dépassé, hein, et puis j'ai ouvert ma porte et je suis rentré. Et fermé derrière moi. J'ai ouvert la porte du salon et j'ai refermé derrière moi. Arrivé dans le salon maintenant, au salon, bon, je me suis mis à... Bon, je me suis débarrassé de mes vêtements. Il dit non, je vais me tendre et puis bon, dormir un peu. Je rentre dans la chambre, je vois même fille là, elle est nue. Excusez-moi du terme, mais il faut dire certaines vérités. Elle est nue. Il dit mais attends, elle me dit non. Je veux que, excusez-moi, je ne vais pas employer des gros mots. Je veux que tu fasses ce qui se passe entre l'homme et femme. Voilà, sexuellement. Elle me dit forcément, il faut que je fasse ça avec elle. Il dit, mais attends, comment ça? Moi, je ne vous connais pas. Donc, je voulais sortir. Dès que je sors dans la chambre, arrive au salon net, elle est devant moi. Je me retourne, elle est devant moi. Il dit, mais elle fait comment? Directement, ok. Elle dit, la mort là, c'est une seule fois.
Donc, elle m'a forcé bizarrement. J'ai eu la tête dure. Autrement. Elle dit forcément de sortir avec elle. Donc, ok. Si c'est là, moi, je vais mourir aujourd'hui. Parce que c'est pas pourquoi tu es venu derrière moi. C'est ce que je l'ai dit. Elle dit de ne pas avoir peur, je ne vais pas mourir. Que plutôt, c'est pour enlever certaines choses sur moi. Parce que il y a des choses qui sont sur moi qui n'est pas normal. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle est venue pour débarrasser ça. Elle a été envoyée par une femme. Mais que la femme doit être ma mère qui est décédée. Et ce qu'elle m'a dit, hein, doit être ma mère qui est décédée. Elle dit, elle m'a décrit ma maman de A à Z. Donc ça m'a motivé un peu de sortir avec elle. Mais je vous le jure devant Dieu, si quelqu'un m'avait dit mon histoire que je suis en train de raconter, je n'allais pas croire la personne. Excusez-moi du terme, mais je ne vais pas employer les gros mots. Je me suis apprêté avec ma chose, j'ai dit je vais pénétrer. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Hein. Je ne sais pas si elle avait la chose que les femmes ont ou pas. Parce que moi, je n'ai pas pu pénétrer. J'ai beau chercher fatigué. Quand j'envahis, pour moi, j'ai l'impression que il n'y a rien. C'est comme une passage. Il n'y a rien. Mais quand j'enlève pour moi, que j'amène mes doigts pour toucher, voir, il y a quelque chose. Mais quand j'envahis le pénis, il n'y a rien. Donc, j'ai sauté tout un coup, puis j'ai fui, je suis sorti. J'ai commencé à crier dans la cour, les gens sont sortis. Et puis, il dit, elle est dans la chambre. Ils sont rentrés, elle n'était pas là. Maintenant, il y avait un vieux Sénoufo qui était dans la cour. Il m'a donné, on dit, quoi là même là Oussouno, bien c'est quoi là? Excusez-moi, je ne connais pas son nom en français. Voilà, je ne connais pas son nom en français. Donc, il m'a donné un peu, il dit de me mettre dans le feu. Quand le fumée va monter, ça va chasser les mauvais esprits dans la maison. Donc, il m'a donné, j'ai mis. Mais quand il m'a donné, matin, je me suis levé. Au salon, elle a écrit un message pour déposer. En me disant, tu as pu tenir le test. Vraiment, tu es quelqu'un de bien. Je vous le jure, du jour jusqu'à aujourd'hui. Avant, je sortais beaucoup, je ne sortais plus. Bon, j'avais problème d'argent, je n'ai plus. Souvent, ça me vient en tête, est-ce que je peux la croiser pour causer avec elle de temps en temps? Mais ce n'est pas la mission qu'elle est venue faire là, je ne sais pas c'était quelle mission. Voilà un peu mon histoire. Franchement, je vous dis merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. DMG, voilà, pour le bon travail que vous faisiez pour l'Afrique, surtout pour le monde entier. Je vous dis merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Je viens ce matin, s'il faut le dire, pour vous raconter ma petite histoire. Il y en a tellement, mais je vais juste raconter une petite partie. Et mon histoire, c'est plus pour encourager ces personnes qui parfois traversent des périodes difficiles et se disent que non, ça ne va plus marcher. Et dans tout ça, il y a aussi ce côté mystique qui ne manque pas parce que chez nous, les Africains, vraiment, ces choses ne manquent pas. Alors, avant tout, comme d'habitude, j'aimerais vous demander de liker, de partager et de faire savoir à ces personnes qui ne connaissent pas, parce que cette plateforme nous aide tous, nous conseille et nous aide à marcher mieux, à connaître plus de choses et à faire plus attention. Alors, je suis congolaise du Congo-Brazzaville. Et donc, je ne vais pas m'identifier parce que peut-être certaines personnes écoutant pourront me reconnaître. Alors, mon histoire remonte à beaucoup d'années, je dirais peut-être à 5 ou 6 ans, où j'étais en classe de terminale. J'étais en classe de terminale, je préparais mon examen. Et déjà, pour commencer tout mon parcours scolaire, je n'ai pas connu d'échec. Je passais toujours dans les classes supérieures, je n'ai jamais redoublé. Et c'est arrivé en classe de terminale que
j'ai commencé à constater certaines choses et c'est la classe d'examen qui m'a montré c'est quoi en fait l'examen et ajouté à ça, il y avait un côté spirituel. Alors ma première année de terminale, j'ai commencé, en tout cas j'étais tellement motivée, je disais que cette année c'est travail, plus prière, moins distraction. Alors je travaillais, je priais et à une période donnée, j'avais l'impression de ne plus être en moi. Je ne comprenais pas. Parfois, je suis en classe, j'ai l'impression que mes idées ne sont plus dans la classe. Parfois, je suis là, le prof explique au tableau, c'est comme si je voyais plus rien au tableau, les écrits devenaient flous, le tableau devenait en tout cas noir et tu as l'impression que c'est comme si, en fait, tu n'es plus en toi, tu te sens plus, c'est comme si tu étais juste, il y avait juste la chair, mais l'esprit n'était plus là. Et j'avais maintenant l'habitude de faire des crises à l'école. Pour la première fois, j'ai fait la crise. On m'a emmené à l'infirmerie de l'école. On a vu, on a dit, ah non, sur moi, ça c'est un palu. Les parents sont venus me chercher. On m'a fait des examens. On a dit, ah, sur moi, c'est un palu et tout. J'ai commencé le traitement. Quelques mois après, juste dans la classe de terminale, je tombais encore. Et on avait un ami qui était dans le monde et qui s'était racheté. Et il priait beaucoup. Il avait l'habitude de faire des programmes de prière à l'école, surtout pour nous qui sommes en classe de terminale. Et pendant ces programmes-là, quand on priait, je faisais que des crises, je tombais. Donc c'était comme ça devenait comme une routine pour moi, on me connaissait même déjà à l'école. Je tombais, parfois quand je tombe là, dès que on veut dire, bon, on essaie un peu de la renverser de l'eau, peut-être qu'elle va se réveiller. Oh là là, quand on me renverse de l'eau, je commence à tourner dans tous les sens. C'est comme si j'étais habitée, genre des esprits de sirène. C'est comme si j'étais devenue comme un poisson. Et donc, c'était comme ça. Et parfois, on mène à l'hôpital, on dit non, c'est l'hypoglycémie, non, elle ne mange pas bien, non, non, mais au fond de moi, je savais qu'il y avait un côté spirituel parce que à cette période, je faisais des rêves bizarres. Parfois, au milieu de la nuit, je m'endors, je rêve que des gens viennent pour coucher avec moi. Et le matin, je me réveille, je vois par exemple mon sous-vêtement mouillé. Et comme j'ai perdu ma vue, en fait, j'étais encore vierge en classe de terminale. Donc, parfois, tu te réveilles le matin, tu as fait un rêve où il y a eu un mari de nuit qui est venu faire des rapports avec toi. Tu te réveilles le matin, tu vois le sang sur le sous-vêtement. Tu te dis même que c'est peut-être le début des règles. Mais non, tu vois carrément le sang sur le sous-vêtement et avec un liquide. Bon, pas le sperme, non, mais juste le slip mouillé et après des taches de sang. Donc, du coup, à cette époque-là, bon, je ne me rendais pas trop compte et tout, mais je trouvais quand même ça bizarre. Et je me mettais à prier, à prier. Mais en tout cas, c'était une période ici, je recevais beaucoup d'attaques. Et ce qui est bien, je m'attachais toujours à Dieu. Je m'attachais toujours à Dieu, bien qu'à ce niveau-là spirituel, moi, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Mais malgré avec ma petite expérience de mon âge, en tout cas, je priais et Dieu était toujours près de moi. Dieu était toujours près de moi. Parfois, au milieu de la nuit, tu rêves une personne qui vient t'attacher un serpent qui fait t'attacher autour des pieds. Et ce que j'avais trouvé bizarre, c'est qu'à cette période, si je ne me trompe pas, une fois, on avait l'habitude avec mon petit frère, le soir, quand on a l'habitude de causer, parfois les parents dorment déjà, nous sommes qu'à deux dans la chambre, et on se met à causer jusqu'à des heures tardives, parfois 1 heure, 2 heures. Et ce jour-là, en causant, on rigolait, on parlait un peu de la famille et tout, et j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo. Je vous jure, cette photo-là, jusqu'à présent, quand on reparle de ça avec mon petit frère, on n'a jamais eu l'explication de cette photo-là. J'étais sur le lit parce que dans la chambre, c'était une maison de 2 chambres, donc je dormais avec mon petit frère. Et dans notre chambre, c'est la chambre des parents, notre chambre, il y avait un lit où c'était juste mon lit à moi et de l'autre côté, c'était le lit du petit frère. Donc chacun avait son lit. Et moi, sur mon lit, j'étais toute seule assise. Mon petit frère était sur son lit allongé. À ma droite, j'avais Ria. À ma gauche aussi, Ria. Et derrière moi, plus loin, c'était ma valisette des habits. Donc, j'arrangeais mes vêtements en même temps je causais. Et quand j'ai dit, bon, je vais me prendre une photo. J'étais sur le lit. J'ai pris une photo. J'ai fini de prendre la photo. Après, j'ai vu que je rangeais les habits. Donc, j'ai pris la photo. J'ai pas pris le temps de regarder et tout. Donc, j'ai juste pris. J'ai mis la photo, le téléphone de côté. J'ai continué à ranger. Et à un moment, avant de m'endormir,
Quand je prends le téléphone pour voir la photo, je me rends compte que à côté de moi, il y avait la main d'une personne. En tout cas, je vous dis la main d'une personne. Donc, j'étais assise, j'ai bien dit de mon côté gauche et droit, il n'y avait personne. J'étais assise au milieu du lit. Mes pieds étaient par terre, donc au coin du lit, assise comme si tu viens de te réveiller du lit, donc tu veux descendre. Donc, moi, j'étais assise là, au milieu carrément. À ma droite, il n'y avait rien, à ma gauche, il n'y avait rien. Mais sur la photo, je vois à ma gauche la main d'une personne. Donc, le début, donc c'est comme si quand tu prends une photo, tu as coupé la main de quelqu'un. Quand j'ai vu, j'ai dit au petit frère, mais attends, dis-moi, on était face à face, on n'était pas côte à côte. Comment se fait-il que dans ma photo, je me rends compte qu'il y a une personne, je vois la main d'une personne? On a analysé ça de toutes les manières. Même mon petit frère qui n'est pas trop spirituel a dit non, cette photo-là, je n'arrive pas à comprendre cela. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu l'explication de cette photo. Et tout ça, je les ai vécus à cette période-là. Alors du coup, ma première année, j'ai manqué l'examen. Et même le jour de l'examen, quand je travaillais, on m'avait mis une fraude. Parce que lors du travail, j'étais allée me retrouver sur la rangée d'une autre ma filière. Parce qu'on tente de classer des filières, par exemple les BG, les G2, les G3. Donc j'étais allée me retrouver dans une autre filière. Assez puisqu'on était à la fin. Et donc la précipitation du travail et tout. Et un vient et dit, mais ceux de telle filière ont déjà fini. Qu'est-ce que cette dame fait encore là? Oh non, elle n'est pas de cette filière-là. Elle est en comptabilité. Mais en comptabilité, elle fait quoi là? Donc, fraude. On m'a mis fraude. Ce jour-là, j'ai pleuré. C'était même, heureusement que l'examen s'était fait, notre école était un centre d'examen. Et c'est un de mes profs qui me connaissait bien, je travaillais très bien, qui est allé négocier. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, et tout, et tout. Et c'est là que ça veut dire, ok, d'accord. J'ai pleuré. Cette année, j'ai manqué l'examen. La deuxième année, je me suis dit, non, cette fois-ci, je ne vais pas faire la même erreur. Je vais travailler parce que tellement que je tombais, je faisais des choses à l'école, du coup, ça avait perturbé déjà le fait de suivre les cours normalement. Il faut se mettre à jour. À la maison, le temps de lire, je n'arrivais plus à être à jour en lisant mes cahiers. Et tellement que j'étais malade, donc même la force de prier, on n'avait plus. Arrivant en deuxième année, j'ai dit non, là, je ne vais pas baisser les bras. Je vais mettre prière plus travail, moins distraction. Je l'ai fait. J'ai travaillé. J'ai bossé comme une malade. J'ai bossé, j'ai prié, j'ai bossé, j'ai prié. Malgré ça, arrivé, échec. Alors, j'étais perdue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai jamais redoublé de toute ma vie. Je suis intelligente. Comment se fait-il que je ne fais que manquer les examens? Arrivé en troisième année, j'ai dit que je ne... Donc, ma troisième fois pour passer encore, pour faire le bac pour la troisième fois, j'ai dit que je ne ferai plus l'examen. Et du côté de mon père, tout le monde m'a soutenu. Non, ne fais plus, de toute façon, c'est pas ça. Il y a des gens qui travaillent sans examen. Ma mère a dit non, ma fille doit avoir son examen. Et cette année-là, j'ai fait 2 classes. J'ai fait et la première année et la terminale. Ma mère a pris l'engagement de payer mes études de terminale toute l'année scolaire. J'avais commencé en janvier, mais l'école où j'étais allée me mettre, on a demandé à ce qu'on commence à payer depuis octobre. Donc, j'ai commencé l'école là-bas en janvier. Donc, j'ai payé toute l'année scolaire. Et à l'université, c'est du côté de mon père qui s'occupait de l'école. Et je me suis battue. J'ai dit, cette année, je vais me concentrer sur les deux. Et arrivé le jour de l'examen, quand je finis, la matière où j'avais le plus travaillé, je me rends compte, quand je finis, j'étais tellement contente, tellement motivée, parce que je me disais que non, là, j'ai bien travaillé, je vais avoir une bonne note. Je me rends compte, en revenant, c'est le prof qui me dit de lui-même, le surveillant qui me fait comprendre que madame, on ne retrouve pas votre copie. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, vraiment, madame, on a fouillé de toutes les manières, on ne retrouve pas votre copie. Du coup, ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais non, mais c'est là où j'ai plus bossé, c'est là où je compte. Comment se fait-il que la copie peut se perdre? Je suis descendue, je suis allée voir les membres du jury, je leur ai fait comprendre que non, ma copie a disparu. On m'a fait comprendre que ma copie ne se fait plus voir. Et vous vous rendez compte, quand le diable veut vous détruire,
Ils m'ont chassé comme une malade. Vous êtes pas normal. Vous venez pour dire quoi? Qu'on a perdu votre copie? Comment ça? Sûrement, vous n'avez rien fait. Vous voulez venir faire tomber ça sur les gens? Allez-y en classe, allez-y, continuez votre matière. J'ai dit, mais je ne vais travailler comment? Comment je vais travailler là où je sais que j'ai bien travaillé? La copie ne se fait pas voir. En revenant en classe, j'étais en larmes. Quand je viens, c'est un élève où je ne le connais même pas, on s'est seulement connu le jour de l'examen, qui me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, j'ai perdu ma copie. Le prof me fait comprendre, le surveillant me fait comprendre qu'il ne retrouve pas ma copie. Et c'est lui qui me dit, mais toi, ta copie, on est allé mettre ça dans la filière des F3. Et je redescends, je demande au monde du jeu, essayez de voir, parce qu'il y a une personne qui m'a dit que non, on a dû mettre ça dans les F3. Madame, vous ne comprenez pas. Ils ont commencé vraiment à mal me parler. Et en me parlant mal, c'est une dame à l'intérieur qui est en train de classer les copies, qui dit, oui, oui, vous vous appelez comment? J'ai donné mon nom, ils m'ont dit, oui, oui, on vient de retrouver votre copie là. Donc ma copie était classée dans une autre filière. Et j'ai compris que parfois, toutes ces années où je manquais l'examen, c'est ce qui se passait et c'était le diable. Et cette année-là, ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué à ma mère. Ma mère m'a dit, tu auras ton examen. J'ai dit, maman, je ne suis pas sûre. Elle me dit, tu auras ton examen, retiens-le. J'ai fini, on a proclamé, j'ai eu le premier tour, il fallait passer au deuxième tour. Je passe au deuxième tour à la veille de l'examen, du deuxième tour. Donc, je ne sais même pas si j'allais satisfaire à l'examen ou pas. À la veille du deuxième tour, quand j'arrive à la veille, je fais un rêve. Je sortais d'une maison et quand je sors, je vois un monsieur assis carrément devant le portail. Assis, à porter une casquette. La casquette fermait son visage, donc je ne pouvais pas voir c'était qui. Et moi, quand je sors, je vois un monsieur assis juste à côté. Donc, c'est comme les gardiens. Vous voyez les gardiens de maison, quand ils sont à l'extérieur de la maison, parfois ils mettent des chaises juste au coin du portail assis. Et quand je sors, je vois le monsieur. Bon, moi, je n'ai pas prêté attention. Et quand je continue à marcher, ça c'est dans le rêve, le monsieur me dit, qui vous a demandé d'avoir le bac? J'ai dit, quoi? En fait, dans le rêve, je me suis rendu compte, donc c'est ce monsieur qui ne veut pas que je puisse avoir l'examen. Parce que quand tu viens me demander qui t'a demandé d'avoir le bac, c'est que tu es contre le fait que je puisse avoir l'examen. Alors, j'ai commencé à le blâmer d'une de ces manières dans le rêve. J'ai dit, donc c'est toi qui viens m'empêcher d'avoir l'examen. Donc, je l'ai parlé d'une de ces manières, je l'ai blâmé dans le rêve. Et le lendemain matin, je me réveille, j'explique le rêve à ma mère. Elle m'a dit, Miss, ah, désolée. Bon, elle m'appelait comme ça, en fait, c'était comme un surnom qu'elle me donnait. Elle m'a dit, ma belle, laisse-moi te dire que cette année, tu auras ton examen. Tu auras ton examen. Alors, je suis allée, bien que je me disais, ah, parfois c'est pas ça. Déjà, j'ai manqué l'examen 2 fois, la 3e fois. Et je vous dis que le 2e tour que j'ai eu à faire était vraiment, en fait, le diable y était, ne voulait pas ma réussite. Parce que à tout moment, j'étais à 2 doigts qu'on m'attrape par les membres du jury. Donc, quand il passait, il ne pouvait pas, parce que c'était interdit de communiquer, c'était interdit de faire, de partager les questions aux autres et tout. Donc, du coup, j'étais à plusieurs reprises, on a failli m'attraper. Mais par la grâce de Dieu, je sortais toujours victorieuse. Et arrivé à la fin, quand on a donné les résultats, j'étais admise. Alors, la morale de cette histoire, c'est quoi dans la vie? Ne faites pas les choses sans mettre Dieu en avant. Parce que notre Dieu, quand il est devant, tout ce que vous ferez réussira. Si ça ne marche pas, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Attachez-vous à Dieu et vous verrez des merveilles. Parce que j'avais compris après que c'était aussi, Dieu permettrait que l'ennemi puisse me combattre pour me faire grandir. Tout d'abord spirituellement, pour qu'aujourd'hui, que ça soit un témoignage peut-être pour beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je rends grâce pour ça parce que après cette histoire, quand j'ai eu mon examen, puisque j'ai fait la première année et la terminale au même moment, quand j'ai eu mon examen, je vous dis, quand j'ai eu mon examen, je suis passée donc directement en 2e année. Et je vous dis que mon parcours scolaire a été fantastique. Donc l'échec que j'ai eu, j'ai fait 3 ans en terminale, mais je n'ai pas regretté aujourd'hui. Avant, je regrettais, mais aujourd'hui, non, parce que dès que j'ai fini,
J'ai eu mon bac, j'ai fait la deuxième, la troisième année. J'ai pas fait 2 mois à la maison. Après l'école, j'ai eu des stages. Après les stages, j'ai eu du boulot. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je ne sais pas ce que ça fait de rester à la maison. Je ne sais pas ce que ça fait de ne pas travailler. Et tout ça, c'est pour dire quoi? Que Dieu, parfois, permet que certaines choses arrivent dans notre vie pour nous aider juste demain. Rien ne se fait au hasard. Quand on est chrétien, rien ne se fait au hasard. Et donc, voilà un peu le témoignage que je voulais apporter et la morale que je voulais donner en fait à certaines personnes de toujours mettre Dieu dans tout ce que nous faisons. Merci, bonne journée à vous. Et comme j'ai dit, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour faire connaître un maximum de personnes. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir, bonjour, bonjour, DMG, tout dépendra de l'heure à laquelle tu écouteras mon vocal. Voilà, moi, je suis camerounaise et je voudrais te faire, du moins te raconter un vécu, une expérience mystérieuse que nous avons vécue au sein de notre famille. C'est vrai qu'il y en a plusieurs parce que vraiment... depuis le temps que j'écoute toutes les personnes qui viennent raconter leurs histoires, voilà, je me dis, tiens, c'est énorme le nombre de personnes qui font face à des situations vraiment complexes, que ce soit en famille, au sein de leur boulot ou qu'importe les différentes circonstances. Mais c'est vraiment le mystique est en train de prendre de l'ampleur dans notre société. Bon, voilà. Je vais parler pour cette fois pour une histoire concernant mon petit frère. Mon petit frère qui me suit directement, qui me suit directement. Alors, mon petit frère, il y a pratiquement, je pense, c'est 10 ans, 10 ans en arrière, il est tombé malade. Il est tombé malade. On ne comprenait pas. Bref, il se plaignait d'avoir mal à la poitrine. Bref, on ne savait vraiment pas ce qu'il avait. Alors, les parents l'ont amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il s'est avéré après examen qu'il souffrait d'une infection pulmonaire. Alors, on a entrepris tous les traitements qu'il fallait. On s'est occupé de lui. À un moment, après peut-être 2 semaines de son traitement, parce que je tiens à rappeler que mon petit frère, il s'est avéré qu'il avait une infection pulmonaire, mais je pense qu'il devait avoir 14 ans. Il ne fumait pas, il ne buvait pas. Aujourd'hui, certes, il ne fume pas, il boit un peu, mais à cette époque, il ne fumait pas, il ne buvait pas. Ça fait pratiquement 15 ans que c'est arrivé, l'histoire dont je vous raconte là. Alors, mon petit frère, on a entrepris tous les traitements qu'il fallait pour le soigner. Après 2 semaines, par là, il s'est avéré que son pied a commencé au niveau du genou à enfler. Et vu qu'on était un peu perplexe, on ne comprenait pas, du moins les parents ne comprenaient pas parce que moi, à cette époque, c'est vrai que j'étais plus vraiment une enfant parce que j'étais un peu plus grande que lui, je pense de 3-4 ans. Voilà, je suis un peu plus grande que lui de 3-4 ans. Donc, il s'est avéré qu'il avait le genou qui enflait. Et quand on a fait une radio, on a constaté que c'était du pus. Et voilà, on était vraiment perdus. La maman a demandé au médecin parce que c'était elle qui le gardait à l'hôpital. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On quitte des poumons, infection pulmonaire, on arrive sur le genou qui enfle déjà avec du pus. Les médecins ont expliqué que tiens, vu que c'est encore un enfant, c'est encore un mineur, l'infection pulmonaire a cette particularité que lorsque la mauvaise eau là, lorsqu'elle est traitée, lorsqu'on traite l'infection pulmonaire, la mauvaise eau quitte des poumons et ça va se retrouver dans le genou. Donc, c'est vraiment, moi je ne sais pas
comment cela se produit, mais c'est l'explication qu'on nous avait donnée. Et quand c'est un adulte, cette mauvaise eau, ça quitte des poumons et ça va être épuré par les reins. Ça vient stocker dans les reins et ça va être épuré plus tard. Donc, on a entrepris de soigner également la jambe de mon petit frère parce qu'elle enflait. Donc, c'était du genre, quand on ouvrait, il y avait du pus. On mettait un seau de 5 litres. Le pus se versait. Je vous assure que l'enfant pleurait. Il pleurait. C'était insoutenable. Donc après, on fermait, on bandait. Après quelques jours, c'était encore le même tralala. Il fallait ouvrir, il fallait déchirer, du moins couper pour que le pus sorte. On appuie avant de refermer. Alors après avoir fait cet exercice peut-être 2 ou 3 fois, on nous a dit à l'hôpital militaire où il se faisait traiter, bon, peut-être, excusez-moi, hein, j'ai dit le nom d'un hôpital, mais voilà, c'est pas dans le mauvais sens. On nous a dit que tiens, vraiment, il fallait qu'on le transfère ailleurs parce que eux, vraiment, ils ont essayé tout ce qu'il fallait vu que son état ne s'améliorait pas vraiment. On l'a amené dans une clinique. Arrivé dans cette clinique, après une soirée passée, il a commencé à ressentir le manque d'air. C'est-à-dire, il restait là, il cherchait l'air. C'est-à-dire, son visage perdait de sa vitalité. Il s'assombrissait, il pleurait, il se plaignait. Maman, je respire plus. Maman, je respire plus. S'il vous plaît, aidez-moi, je ne veux pas mourir. Aidez-moi, je ne respire plus. Ah, DMG. C'était... Ah là là. Je dis, y repenser, ça donne la chair de poule. Alors, il pleurait. Petit frère pleurait. Il disait qu'il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas mourir, il veut vivre. Il ne respire plus, il cherche. Il tirait comme ça avec ses narines pour chercher l'air, mais vraiment, il s'assombrissait. Alors, ma maman a entrepris, parce que même à cette clinique, on a dit que non, on ne pouvait pas tenir son cas, qu'il fallait l'amener ailleurs, à l'hôpital central à Yaoundé. C'est comme ça que ma mère a stoppé un taxi pour qu'on l'amène à l'hôpital central. Alors, dans le taxi, on a roulé. Arrivé quelque part vers Paquita, un monsieur se place au milieu de la route et il tend la main comme ça, du genre à faire un signe de stop avec une Bible à main. Il dit stop. Le chauffeur, mais monsieur, dégagez de la route, on a une urgence, vous êtes malade et tout. Vous savez comment ça se passe vraiment avec les chauffeurs de taxi. Il a commencé vraiment à lancer des invectives au monsieur, que mais dégagez, vous êtes malade, ça ne va pas chez vous, on est en train de transporter un malade, il faut absolument qu'on arrive. Et dans le taxi, là, mon petit frère ne faisait que se tordre de douleur parce qu'il cherchait l'air. Il cherchait, je ne respire plus. Alors le monsieur, quand le chauffeur s'est arrêté, il dit, descendez avec cet enfant, mettez cet enfant dehors. Le Seigneur m'a envoyé le délivrer. On veut le tuer, mais le Seigneur a déclaré qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de sa mort. Tu vas vivre, mon fils. Il s'est mis à prier sur mon petit frère en plein carrefour Paquita. Le monsieur a prié sur lui en plein carrefour Paquita. Au nom puissant de Jésus, je déclare que l'ange de la mort n'aura pas autorité sur toi aujourd'hui, mon fils. Je dis, l'ange de la mort est vaincu au nom puissant de Jésus. Je dis, c'était incroyable. Les gens ont commencé à encercler. Il a prié sur mon petit frère, C'est-à-dire, le visage de mon petit frère a commencé petit à petit à s'éclaircir. C'était incroyable. Petit à petit, son visage a recommencé à avoir des couleurs. Et quand il a fini, il a dit à mon petit frère, lève-toi mon fils. Aujourd'hui n'est pas le jour de ta mort. Le Seigneur m'a envoyé de transmettre ce message. Vas-y, tu vas vivre, tu as compris, tu vas vivre. Et il a dit à ma maman de ne plus s'inquiéter. Le monsieur a tourné son dos, il est parti. Les gens étaient comme ça, étonnés. Ils ont demandé à ma maman, maman, tu connais le pasteur ici où? C'est un grand pasteur, tu le connais où? Tu prends vite son numéro. Mais entre-temps, il fallait amener parce que
on était encore en état de choc. C'est-à-dire, on se demandait vraiment qu'est-ce qui s'est passé même. C'est quoi cette histoire? Donc, on a reporté mon petit frère, le remettre dans le taxi et continuer le chemin. Arrivé à l'hôpital militaire, parce que maman n'a pas voulu partir à l'hôpital central. On est reparti à l'hôpital militaire parce que je tiens à préciser que mon papa étant un homme en tenue. Donc là-bas, c'était aussi moitié tarif, quoi. Donc, et déjà qu'il avait déjà fait beaucoup de jours, de temps à l'hôpital, et des ressources financières commençaient déjà. Donc on est reparti vers l'hôpital militaire. Et c'est là-bas que vraiment mon petit frère, petit à petit, a finalement obtenu sa guérison. C'est-à-dire, à un certain moment, c'est comme s'il changeait de peau. Donc, toute la vie, c'est comme s'il se desploimait, il mutait. Toute la vieille peau, ça gonflait comme ça sur lui. Il retirait ça comme ça, là. Il retirait. Il mettait de côté jusqu'au niveau des mains, des plantes, des pieds et des paumes des mains. Il a retiré tout ça. Et il est sorti de l'hôpital. Jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde mon petit frère, il a une jambe au niveau du genou, c'est plus gros. Ça lui a même donné des sortes de varices. Mais il est devenu apte. Je dis que c'est même le plus au niveau de tout ça, c'est fini. Tout ça, c'était fini. Comme quoi, vraiment, le Seigneur est un Dieu vivant. Le Seigneur est un Dieu vivant et est omniprésent. C'est-à-dire, en tout lieu, en toutes circonstances, Dieu est Dieu. Et le mal ne va jamais prendre le dessus sur le bien, sur la lumière. C'est-à-dire, c'est un vif témoignage vivant que je suis en train de transmettre. De ne jamais désespérer. Nous-mêmes, vraiment, même quand tu ne t'imagines même pas, même quand tu ne penses, parce que je vous assure, parfois quand on vit des situations pénibles, on est un peu éperdu. On ne se retrouve, on ne pense même pas que tiens, il faut un peu que je me recueille, il faut un peu que je prie. Peut-être en l'espace de quelques secondes, comme ça, on peut dire, Seigneur, mon Dieu, pardon, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Mais vraiment, prendre le temps d'aller se recueillir pour prier. Parfois, on n'y songe même pas parce qu'on se laisse envahir par le poids des situations. Mais même à ce moment, Dieu est présent. Et il agit. Si telle est sa volonté, il agit. Il agit, il opère des miracles. Ce n'est pas pour encourager les gens à ne pas prier, mais c'est pour dire qu'en tout lieu, en toutes circonstances, Dieu est vivant, Dieu est là. Dieu fait des miracles. Et il a fait ce miracle. Parmi tant d'autres, vraiment, je viendrai encore raconter d'autres histoires. Parmi tant d'autres concernant ma famille, il a fait tellement de choses miraculeuses. Donc voilà, une des choses. Vivement que ta chaîne continue à s'étendre, à toucher un maximum de personnes. Ça fait déjà un peu plus d'1 an que moi je te suis, que j'écoute, que je me demande si je vais avoir un jour le courage de venir raconter une histoire. Bon, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais me lancer. Et puis voilà mon histoire. Bon, vraiment beaucoup de courage encore à toute ton équipe et à toi-même. Que Dieu vous garde, vous préserve dans le sang précieux de Jésus-Christ. À très bientôt pour une autre histoire. Un commentaire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMG, je suis revenue pour vous raconter encore une histoire. Ça c'est une histoire que ma grand-mère m'a racontée. Donc, il y a elle est dans son village. Elle dit qu'il y avait beaucoup des sorciers, des féticheurs et tout ça. Il y avait des gens qui faisaient de bonnes choses avec leur pouvoir et il y avait des gens qui faisaient aussi des choses très mauvaises. Donc, il y a une jeune femme qui s'était mariée. Elle était leur voisin. Elle s'était mariée avec un jeune homme aussi du village. Et après quelques mois, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a commencé à remarquer des choses très étranges dans la nuit. Quand elle sentait des choses étranges dans la nuit, mais elle ne savait pas si c'était quoi. Après quelques mois, quand son ventre a commencé à se voir, là, elle commence à voir des choses
plus bizarre. Donc, parfois, son ventre devenait petit la nuit. Et parfois, son ventre devenait grand. Donc, parfois, quand elle dormait, elle se réveillait. Quand elle se réveillait dans la nuit pour partir faire pipi ou quelque chose de comme ça, elle voyait comme si elle n'a pas de ventre. Quand elle se réveillait le matin, elle a de ventre. Donc, elle parlait avec son mari sur ça. Son mari disait, non, sûrement, c'est toi-même qui as sommeil. C'est quand tu as sommeil. C'est plutôt toi-même, tu as sommeil et tu commences à t'imaginer des choses. Ou bien tu vois des choses qui ne sont pas là. Donc, elle est partie parler avec la maman de ma grand-mère. Elle considérait comme une femme sage qu'elle connaissait. Donc, la maman de ma grand-mère l'a dit de partir voir un marabout. Pour ceux qui connaissent l'Angola, sache que l'Angola a une grande partie frontière avec la RDC, une partie frontière avec le Congo-Brazzaville et une partie en bas, c'est avec Namibie. Donc, on est entouré par ces pays-ci. Un peu en haut, on est un peu près aussi de Gabon. Donc, quand on parle des Nganga, il y a des différentes sortes de Nganga là chez nous. Au nord de l'Angola, il y a différentes sortes de Nganga. Il y a des Nganga ici, il y a des autres qui sont des Nganga qui font des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, il y a beaucoup de sortes de Nganga. Donc, elle a parlé avec la maman de ma grand-mère. La maman de ma grand-mère l'a dit, il faut partir voir un Nganga. Donc, elle est partie voir une maman qui n'était pas trop loin de là. Donc, la maman là l'a donné quelque chose la nuit, l'a donné quelque chose pour mettre autour de son ventre, pour fermer ça bien autour de son ventre, comme une petite pagne comme ça, coupée. Elle a dit, la nuit, quand tu vas voir que l'enfant là est sorti, il faut mettre ça. Je veux te dire que ton enfant n'est plus un petit garçon maintenant, il est déjà âgé. Quelqu'un l'a donné la sorcellerie de le ventre. Et ce n'est pas pour faire des bonnes choses. Donc, la jeune fille rentre à la maison, elle ne dit rien au mari, comme on l'avait dit. Et elle dort et tout ça. La nuit, elle a dit, il faut faire comme si tu dors. Il faut faire comme si tu dors, mais ne dors pas. Ne dors pas, il faut faire comme si tu dors, mais il faut être alerte. Donc là, la nuit, elle fait comme si elle fait un semblant, elle dort et tout ça. Et son fils est sorti de son ventre. Elle reste là comme si elle dormait toujours et tout ça. Elle sent que le ventre est vide. Dès qu'elle sent que le ventre est vide, elle sent que les présences là tout autour d'elle ne sont pas là. Elle met le pagne qu'on l'avait donné, elle passe ça 3 fois, elle a bien serré. Quand elle a serré, elle est rentrée, elle a dormi. Le matin, vers 4 heures du matin, elle commence à écouter. Ah non, maman ouvre. Ah, elle ne comprend pas, mais maman ouvre comment? Maman ouvre. Elle et son mari se réveillent. On voit comme ça un petit garçon qui a déjà 10 ans qui est en train de la dire maman ouvre. Ah, c'est toi qui? Et le mari la regarde, il voit qu'elle n'a pas du ventre. Et l'enfant qui dit que non, moi, je suis votre enfant. C'est juste que le grand frère de papa m'avait donné ceci. Et dans le monde-là, j'ai déjà grandi et je sors chaque nuit pour faire du travail avec mon oncle. Maintenant, quand je suis revenue, j'ai trouvé que la porte de maman est fermée. Je ne suis pas encore née, donc ça me tue. Il faut ouvrir. Et ça, c'est l'histoire de ces garçons.
Donc, il faut faire très attention quand on est enceinte. Ma grand-mère dit souvent, il ne faut pas laisser tout le monde te toucher. Il ne faut pas laisser les gens te toucher, mais au ventre. Il ne faut pas laisser les gens te toucher au ventre. Il ne faut pas rester avec ton ventre ouvert devant tout le monde. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. On fait les TikTok avec nos ventres. On veut montrer toutes nos vies aux gens. Ce n'est pas bien. Ok, merci. C'est ça l'histoire d'Indibidi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG et bonsoir à toute la communauté. Avant de commencer, je vais donc vous demander de liker, commenter, de partager. Voilà, je me lance tout de suite avec l'histoire. C'était un jour, j'étais couché dans mon lit. Je me rappelle plus très bien parce que ça s'est passé il y a cela plus de 5 ans. Et tout, donc je pense que j'étais seul à la maison, mes parents avaient voyagé et tout. J'étais couché dans mon lit et je parlais avec ma copine. Donc j'avais les écouteurs et j'ai posé le téléphone sur mon côté gauche près de ma tête. Il y avait la lumière dans la chambre, j'avais les écouteurs et puis le téléphone était posé sur mon côté, du côté gauche près de ma tête. Et puis on causait sur WhatsApp, appel audio. J'avais les yeux fermés et puis on causait et puis je sens subitement une lumière qui éclaire plus forte que la lumière qu'il y avait déjà dans ma chambre. Donc vous savez, quand on a les yeux fermés, parfois quand il y a un flash ou quelque chose comme ça, on ressent ça. Je ressens donc cette lumière qui éblouissante, qui éblouit plus que la lumière ambiante. J'ouvre les yeux et je me rends compte que le flash de la caméra avant de mon téléphone s'est déclenché. Maintenant, le réflexe fait en sorte que je prenne de ma main droite. J'envoie maintenant de mon côté gauche pour récupérer mon téléphone. Et pendant que je récupérais, le flash était là, ça prenait une photo en tout cas. C'était en train de prendre une photo. Et puis, j'étais surpris vu que je ne savais même pas comment le téléphone fait pour prendre une photo seule. Donc, je prends seulement comme ça à une fraction de seconde. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé ma main droite du côté gauche. Et puis, j'ai pris mon téléphone. Quand je soulève ma main, je vois que mon téléphone était en train de prendre une photo. Je regarde dans mon téléphone. Je vois la tête de quelqu'un. C'était pas ma tête. C'était une tête bizarre. On ne pouvait pas dire si c'était un homme ou une femme. Et puis, la personne n'avait pas de cheveux en tout cas, mais il ou elle avait un visage neutre. Donc, tu ne pouvais pas imaginer si c'était un homme ou une femme. Et c'était en mouvement. C'était en train de partir. Et puis, ça a lancé un coup d'œil pour regarder ce qui se passe. Donc, c'était en fait ça. J'ai écrit. Je me dis que, mais ça, c'est quoi? On m'a envoyé une photo. J'étais toujours en ligne avec ma copine. Et puis, je la demande, tu m'as envoyé une photo. Tu m'as envoyé une photo. Elle me dit non. Je pars donc sur WhatsApp. Personne ne m'a envoyé de photo. Je pars dans la galerie. Je vois la photo. C'est la dernière photo qu'il y a dans mon téléphone. Je clique donc sur la photo. Pour essayer de voir d'où vient la photo. Je vois que la photo a été prise maintenant. Et je m'assois d'abord sur le lit. Après, je dis que mais m'assois sur le lit comment? Je pars sur le balcon. Je me place sur le balcon et puis je regarde ma chambre. Je regarde ma chambre. J'étais tellement dépassé, que les larmes commençaient à couler de mes yeux. J'étais frustré en fait. Je regarde encore bien la photo. Je vois mes écouteurs parce que au travers de la photo, il y avait un fil blanc et c'était mes écouteurs. Ça confirme que
le flash que j'ai vu tout à l'heure là, c'était en fait, c'était vraiment une photo qui était en train de se déclencher. Et je vois mes écouteurs, je vois une tête. Ce n'est pas ma tête. Moi, sur la photo, on a juste vu une partie de mon torse parce que j'étais torse nu. Une partie de mon corps. Je ne me rappelle plus exactement comment mon corps a apparu sur la photo. Mais je sais que moi, on n'a pas vu mon visage sur la photo. On voyait seulement une partie de mon torse, un fil blanc qui passait à travers. Et puis la photo était un peu floue parce que la photo s'est prise pendant que je prenais mon téléphone. Donc, mon téléphone était déposé sur le lit de mon côté gauche. J'ai envoyé ma main pendant que je prenais mon téléphone en me levant pour regarder ce qui se passe. C'est là où la photo était prise avec un peu de mouvement. Les images n'étaient pas nettes, mais on voyait le visage là dont je parlais. Hey, je suis sur le balcon, je suis dépassé. Demande à ma gauche, je dis d'abord à ma copine que gars, je raccroche d'abord. Je regarde ma chambre, je suis dépassé, je wanda, comme on dit au Cameroun. Les larmes commencent à sortir. J'appelle ma meilleure amie. Je lui explique la situation. Elle me dit qu'elle regarde. Je dis qu'elle a regardé. Personne ne m'a envoyé la photo. On vient de voir. Je crois que c'est même elle qui me donne l'idée de regarder exactement d'où la provenance de la photo. Parce qu'il y a ça dans les paramètres de la photo. Tu peux savoir si la photo vient de WhatsApp, ou si ça a été filmé, ainsi de suite, ou ça a été envoyé par une application avec le poids de la photo et tout. Donc c'est elle qui me donne l'idée. On voit que la photo a été prise, il y a de cela, de l'appareil photo, de la caméra, il y a de cela quelques minutes. J'appelle mon ami, je lui explique la situation. Lui, il est un peu athée. Donc lui, il était déjà, même lui, il était dépassé, mais pas au point d'en avoir peur. J'étais seul à la maison, c'était les grandes vacances, tout le monde avait voyagé. Et les parents étaient aussi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus où, mais j'étais seul à la maison. Une grande maison, un duplex de plusieurs chambres, de plusieurs pièces. Mais je me mets à genoux, je me mets à prier. Je prie. Après, pas dormir avec la lumière. Après, dit que mais je n'arrive pas à dormir à la lumière, je ne dors pas, je ne sais pas dormir à la lumière. Et puis après, il me dit, j'ai prié, non, mon frère. Je prie, j'ai encore peur. Comment ça veut dire que je ne fais pas confiance à Dieu. Pas éteindre la lumière, là, tu dors. C'est là où je me lève maintenant. Je peux éteindre. Je dis à Dieu que, gars, moi, j'ai confiance en toi. Alors, pas m'éteindre la lumière. Éteindre la lumière, me couche, je dors. Le lendemain matin, maintenant, je me rappelle plus où c'était le matin, ou c'est dans l'après-midi. Mes parents sont rentrés. Je ne me rappelle plus quand. Mais en tout cas, je suis allé dans la chambre de mes parents. J'ai montré les images. Tout le monde, donc c'était tout le monde a confirmé que ça c'est la tête de quelqu'un et ce n'est pas toi. Même à mes copines, à ma copine, à mon ami et à ma meilleure amie que j'avais appelé le jour J. Ils ont confirmé que ça c'est la tête de quelqu'un et ce n'est pas moi. Et ça, la tête là faisait vraiment peur parce que c'était une tête qui était en mouvement. C'était en train de partir. Et ça a remarqué peut-être aussi qu'une photo est en train d'être prise. Et maintenant, ça a lancé un coup d'œil comme ça. Ça s'est un peu tourné le cou pour guetter. Vraiment, mes parents m'ont donné, je crois, le jujube et tout. J'ai balancé un peu dans ma chambre et voilà, la vie a continué. Il n'y a eu aucun incident. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG. Je suis revenue pour encore une histoire. Je ne sais même pas si tu vas mettre mes histoires passées ou quoi. Souvent, je n'ai pas le temps pour être là avec vous sur le live parce que souvent, je suis au travail. Et puis, j'ai un peu honte. Je suis un peu shy pour parler devant tout le monde. Je me sens plus à l'aise pour raconter des histoires quand je parle seule comme ça.
Donc, l'autre histoire, il s'agit encore de mon ex-belle-famille. Donc, il y avait un temps que mon ex-belle-mère, elle était vraiment malade. Elle était très, très, très malade. Tellement malade qu'elle était en train de pourrir. Elle était en train de pourrir. Elle avait des problèmes graves dans ce boulot. Ça ne marchait pas. Tout ne marchait pas. Elle s'était même séparée avec le père de mon ex. Donc, il y avait des problèmes graves dans sa vie, des problèmes graves, très graves. Donc, ils ont marché partout, ils ne trouvaient pas de solution. Elle pourrissait jusqu'au point que son dos était pourri, elle n'arrivait même pas à marcher. Elle n'arrivait plus à marcher. Donc, à l'hôpital, on l'avait même mis, what you call this? An iron sur le dos. Comment on dit iron? Je ne sais pas. Ah mon Dieu, c'est langue ici. Viens. Je crois que vous allez me comprendre. Elle n'arrivait pas à marcher. Et donc, ils ont marché jusqu'à ce que la grande sœur de mon ex est partie dans leur province. Plutôt, est partie dans mon province. Et dans mon province pour chercher un marabout parce qu'on ne pouvait même pas voyager avec elle parce qu'elle sentait même mauvais. Bon, même si vous le lavez du matin jusqu'à la nuit, elle sentait vraiment très mauvaise. Donc, elle devenait vraiment une cadavre vivant. Donc, elle est partie dans mon province au nord. Elle a appelé les marabouts là-bas, elle a tout payé, ils ont demandé, elle a expliqué la situation, elle a mis la photo de la maman et tout, elle a tout expliqué et après, le Nganga est venu jusqu'à Luanda ici pour traiter la maman. Donc, quand le Nganga arrive, il dit, bon, cette maman vraiment est en train de mourir. Cette maman est en train de mourir. Bon, il prend la maman, il commence à faire des incantations de travail et tout ça, et patati patata. Et il dit à la maman de mon mari, il a dit, tes enfants doivent être là, même tes beaux-fils et tes belles-filles doivent être ici. Je veux vous dire qu'il faut faire attention avec des gens que vous appelez des amis, que vous appelez des frères. Il faut faire très attention avec ça. Il faut faire très attention avec ça. Ah. Elle était là, on a dit comment ça? Mais qui d'entre nous ou bien lequel de nos amis peut faire d'une chose pareille? Bon, le maître a prié. DMG, quand le maître a commencé à faire des incantations et ses prières dans sa langue maternelle, il y a quelque chose qui a quitté le dos de la maman de mon ex. On a failli fuir et tomber même évanoui. Donc, il y a quelque chose de noir, lourd, qui est sorti de son dos. Est sorti de son dos. La chose là est sortie par le toiture. Roof, je ne sais pas comment on dit roof en français. From the roof, c'est la toiture, non? Je crois que c'est la toiture. Donc, la chose là est sortie. Donc, la toiture, bon, c'est complètement cassé. Ça fait un trou grand, comme vous pouvez voir le ciel. Donc, ça sortit, pouf, très grave là. Ça fait un grand... Donc, la maison s'est bougée et la chose est sortie, pouf, ça c'est parti. Et la maman a dormi immédiatement. On pensait même qu'elle était morte. L'homme a dit non, elle est en train de dormir. Elle est en train de dormir. L'homme a pris les feux, il a commencé à faire. Presque immédiatement, on voit que la maman, elle sentait comme si elle pourrissait. Le
L'odeur là est partie. Immédiatement, l'odeur là est partie. Immédiatement. Et il l'a massé avec des herbes, tout ça. Là, il le laisse là. Il a dit, elle va être bien, ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous pouvez l'amener à l'hôpital pour des antibiotiques et tout ça et machin. Mais ça va. Et je veux vous dire que la personne qui a fait ça à votre maman va passer ici. Il va venir ici. Et après ça, vous n'allez plus jamais le voir. Parce qu'il a échoué. Donc, l'homme est parti. On était là. On est surpris. On voit c'est qui. Ici, on a les choses comme le padrino. Padrino, c'est comme godmother, godfather. Je ne sais pas comment. Madrina, padrino. Donc, marraine. C'est la marraine. Donc, c'est quelqu'un qui est comme une seconde maman. Parfois, c'est une meilleure amie, un meilleur ami que tu dis non, tu vas être la marraine de mon enfant. Je crois que ça va. Bon, vous allez comprendre ce que je dis avec cette petite explication. Donc, on voit le padrino, le papa spirituel ou bien le padrino, papa guide de mon beau-frère. On voit le papa là qui vient, il vient tout énervé, et comme s'il était nerveux, en même temps il était comme si quelqu'un qui a honte. Il vient là. Quand il vient, j'avais oublié de dire, le marabout l'avait dit que quand il allait venir, la maman de mon ex allait avoir la force déjà. Cet après-midi-là même, quand il allait venir, il allait retrouver la maman de mon ex à la porte. Donc, il se faisait-il que la maman de mon ex avait dit que non, je suis vraiment, je veux prendre un peu de l'air, Donc, on l'a accompagnée devant la portail du parcelle. Pas la portail de la maison, mais la portail du parcelle. Donc, elle était là, debout, elle était en train d'apprécier le dehors parce que ça faisait longtemps. Là, il y a le padrino d'un de ses enfants qui arrive, qui dit maman Intel, ça va? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne me regardes même pas, tu regardes en bas, tu parles, tu es comme si tu es nerveux. Oui, ça va. Tout ce temps ici, j'étais malade, tu m'as même pas visité, toi quelqu'un qui est comme un frère pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit ça, non. Il dit non. Il n'y a rien, je veux rentrer pour vous visiter. Là, il est parti, on ne l'a jamais vu encore. Même sa femme ne sait rien sur lui. Il a disparu comme ça, alors que c'était quelqu'un qui avait un bon boulot, un bon cadre, vraiment. Il était même dans des trucs politiques là. Il avait de bonnes positions. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, faisez attention avec les trucs là où non, la marraine, je ne sais pas, patati patata. Il faut faire très attention. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.